Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Alors comme c'est la rentrée, on a une thématique qui est toute choisie et on a le grand honneur et le plaisir de recevoir Mohamed El Mazzouji qui va nous parler de son parcours, notamment autour de la startup de Missouri, qui a quand même fait la plus grosse levée de fonds des Outre-mer dernièrement, mais il y a quand même des sujets bien plus profonds que ça. Donc on va aborder tout ça avec Mohamed, creuser avec lui le pourquoi de cette startup, le why, le fameux why dont on entend beaucoup parler et qui y a derrière, parce que je sais que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Mohamed. Donc on est parti, Mohamed. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, le plaisir est pour moi. Comment vas-tu déjà? Ça va très bien, hein, et toi? Bon, écoute, nous ça va, on est en grande forme. Alors, Franck, quelle heure il est là? 2 heures du matin, là, je crois, non? Là aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que non seulement il est très tôt du matin, D'accord. mais en plus il y a la pluie, il y a l'orage et Ah oui. c'est vraiment un temps à écouter un podcast. Il faut vraiment être motivé pour se réveiller. Mais quand on lit les premières informations sur Mohamed et sur ce qu'il a réussi à faire là depuis quelques années à La Réunion, il y a de quoi se motiver à venir et écouter son histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez voir, c'est tellement intense. En tout cas, l'histoire d'EduCup, tu parlais d'Omissouri, mais on va parler d'EduCup, d'Omissouri et d'autres projets aussi. Elle est tellement intense qu'il faut rester réveillé, je confirme. Franck a les yeux grands ouverts. Alors, on va pas déroger à notre tradition. On commence toujours par un portrait créole et on va faire le tien, Mohamed, et je laisse Franck prendre la main là-dessus. D'accord. Alors, le portrait créole, Mohamed, tu le sais, c'est 3 questions. Un plat, un lieu, une musique. Donc, on va commencer. Si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi? Bon, je vais commencer par le pourquoi, parce que c'est la question qui m'anime au quotidien, parce que tout simplement, c'est mon plat préféré. Et j'avoue que je suis un peu loin de ce plat avec lequel j'ai grandi. En fait, c'est le tagine aux agneaux. Donc, un plat maghrébin, marocain. Donc voilà, qui est mon plat préféré. Donc, tagine agneau avec saveur sucrée et salée en même temps, parce qu'on met des pruneaux dedans, des amandes. Donc, c'est mon plat préféré. Eh ben, tu vois, c'est pourtant un plat assez connu, même au niveau international, je veux dire, et c'est la première fois qu'on le cite dans le podcast, donc petite nouveauté pour toi. Donc, on a ton plat. Maintenant, un lieu. Si tu devais nous donner un lieu, ce serait lequel et pourquoi? Donc, le lieu, franchement, sans aucun doute, ce sera l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, donc je suis réunionnais depuis 5 ans. Donc, j'assume mon identité réunionnaise parce que j'ai un enfant qui est né ici. Donc, je suis le papa d'un vrai Réunionnais. Et surtout, la Réunion, la Réunion correspond en tout cas aux valeurs que je recherchais. Donc, son nom l'indique, cette diversité, cette cosmopolitanie. C'est un terme qu'un artiste célèbre utilise, on va peut-être en parler un peu plus tard. L'intensité de l'île, donc qui correspond aussi au rythme de la start-up. Donc ouais, j'estime qu'on est des privilégiés de pouvoir vivre sur un territoire ultramarin et un territoire comme l'île de la Réunion. Effectivement, là, ça soulève déjà des questions intéressantes. On va y revenir. Juste avant, donc, on a ton plat, on a ton lieu. Maintenant, si tu devais nous donner une musique, un style de musique ou un titre en particulier. Donc, euh, donc ouais, je parlais de Cosmopolitanie juste avant. Donc, je sais pas à quel artiste ça fait référence. Mais en tout cas, une musique avec laquelle on s'ambiance souvent à la maison avec les enfants, qui est l'artiste préféré de la famille, hein, des enfants et de moi. Donc, c'est Soprano.
donc qui est lui d'origine pas très loin des territoires ultramarins, puisque c'est les Comores. Mhm. Et voilà, un Marseillais, donc qui est dans ses chansons, au-delà du rythme et de l'intensité, etc. Donc il aborde des sujets qui me parlent particulièrement. Donc autour d'un public et le public de la classe populaire de manière générale et les sujets sociétaux qui vont avec. C'est vrai, Soprano, je trouve que c'est un artiste, il a à la fois des sons enfin, assez profonds qui vont parler plutôt à notre génération. Et puis Ouais, dernièrement, il a sorti des musiques dans lesquelles, je sais pas, les enfants se reconnaissent beaucoup en fait. Moi, je vois c'est aussi, j'ai ça. un fils de 7 ans et il adore il y a certaines musiques de Soprano qui, je sais pas, il adore. Il comprend pas forcément les paroles ou quoi, mais Voilà, le rythme est entraînant. Quand tu parles c'est ça. d'ambiance dans la maison, ça me parle. Et en plus, Soprano, mais il aborde toujours des sujets vraiment profonds. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup d'harcèlement en France, harcèlement scolaire. Et alors que lui, il a sorti une musique sur le harcèlement scolaire il y a plusieurs années déjà. Donc, il traite vraiment dans son art, de manière générale, des vrais sujets sociétaux. Alors, on va tout de suite enchaîner. Tu m'as tendu plusieurs perches là, Mohamed, pour passer à la suite du podcast. J'hésite encore laquelle choisir, mais je vais peut-être partir sur ce fameux plat là, le fameux tagine aux agneaux. Donc, je vais partir de ça et te poser la première question pour embrayer sur ton parcours. Du coup, tu es réunionnais de cœur depuis 5 ans, tu nous as dit, mais tu ne viens pas de La Réunion. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à venir à La Réunion? Très bien, bah, avec plaisir. Donc, je suis né dans le sud de la France, dans un village dans le Gard, donc où autour il y a beaucoup de champs agricoles. Mon papa était ouvrier agricole, donc ma maman mère au foyer. Donc, ce sont tous les deux donc des immigrés. Ils sont arrivés en France dans les années 70, et donc moi je suis né en France. Donc, la particularité, c'est que je viens d'un environnement très pauvre. Mes deux parents n'ont jamais été à l'école. Donc, il y a un lien avec ce qui va arriver après, parce qu'on va parler beaucoup d'éducation avec EduCup. Par contre, ils nous ont donné dans le foyer un environnement bienveillant, donc très, très à l'écart. C'était des extraterrestres au niveau de la méthode dont ils ont éduqué leurs enfants, donc mes frères et sœurs et moi-même, donc de cet environnement qui était plutôt dur. Donc voilà ce qui a fait que j'ai eu un parcours scolaire honorable. Donc voilà, dans le sud de la France, j'ai fait une grande école d'ingénieur et ensuite j'ai travaillé en tant qu'ingénieur-chercheur dans le secteur de l'énergie nucléaire, donc au commissariat à l'énergie atomique pendant une petite dizaine d'années, donc jusqu'en 2019. Et donc voilà, par contre, j'ai toujours été très présent dans le milieu associatif pour aider les enfants, les adolescents à avoir un meilleur rapport, à construire une meilleure relation avec l'école. Donc, j'ai fait ça dans le sud de la France quand j'étais étudiant. Ensuite, à Paris, lorsque j'étais ingénieur, je faisais ça vraiment bénévolement. Et donc, parce que cette thématique vraiment d'éducation et d'aider les familles, les enfants de milieux plutôt populaires, de milieux pauvres comme celui dont je viens, donc de mieux s'épanouir au travers de l'apprentissage et du système scolaire. Vous avez vu, j'utilise le terme de s'épanouir et non pas le terme de réussir. On parle beaucoup de réussite, mais moi, c'est l'épanouissement qui va m'intéresser là chez les enfants. Et en 2019, donc j'étais confronté à deux problématiques. La première, c'était que je voulais quitter la région parisienne, qui était un environnement trop urbain pour moi par rapport à celui dont je viens. Mhm. Donc, je suis retourné en province. Donc ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, c'est que j'adorais mon secteur d'activité, qui est celui de l'énergie nucléaire. Mais mes activités associatives me parlaient de plus en plus et j'avais envie d'y consacrer, en tout cas consacrer 200% de mon temps sur l'éducation. Et j'ai fait le choix de quitter mon métier d'ingénieur, donc n'a pas été compris par la majorité de mon environnement, comment faire réussir scolairement à ce point, avoir un diplôme d'ingénieur et quitter complètement ça. Donc j'ai démissionné pour me dire, pour développer mes propres projets éducatifs. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon,
quitte à avoir quitté son boulot, autant choisir un lieu de vie qui correspondrait le plus à ce que je veux. Je me suis dit, bah, tentons l'île de la Réunion, parce qu'on m'en a beaucoup parlé en bien. Et c'est en 2019, ou juste après avoir quitté mon boulot, je suis venu à l'île de la Réunion pour faire un petit test de 3 mois au départ. Et là, tu vois, ça fait 5 ans. Donc, et durant cette période, il s'est passé tellement de choses, donc, et notamment la startup que j'ai fondée qui s'appelle EduCup, dont on va parler certainement tout à l'heure. Donc, voilà pour mon parcours. Ben, tu vois, cette interview, elle est très simple. Tu nous tends toujours les bonnes perches au bon moment pour les bonnes transitions. Et je vais passer la balle à Clément. Donc, effectivement, tu nous as parlé d'EduCup, la Ouais. fameuse startup. Je vais laisser la place à Clément qui a toute une série de questions à te poser à ce sujet. Ouais, carrément. Mohamed, j'ai déjà juste une première question sur ce que tu viens de nous expliquer. Toi, quand tu es venu à La Réunion, tu dis que tu es venu tester 3 mois. Est-ce que tu es venu tester euh, la vie à La Réunion ou parce que quand tu as quitté ton boulot, c'était déjà dans l'objectif de monter ta boîte. Est-ce que tu vois, si tu t'es dit, je vais tester à La Réunion ce concept, tu vois, est-ce que c'était vraiment que tu es venu à La Ah oui, Réunion pour d'accord. entreprendre ou est-ce que c'était un mix des deux? Non, il y avait bah, pour le coup un mix des deux, parce que je quittais mon boulot. Mhm, Donc, on sait ce que c'est quand on quitte le salariat pour passer à l'entrepreneuriat. Donc, on a la chance d'être en France et de pouvoir avoir le chômage pendant 2 ans. mhm, Donc, et je savais que j'avais 2 ans pour monter un projet qui fonctionnerait. Bon, je suis venu à La Réunion. Premier objectif, c'était plutôt la vie sociale. C'était des objectifs personnels, mes enfants, l'environnement où est-ce qu'ils vont grandir. Je voulais qu'ils soient le plus souvent possible à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas à Paris. On est enfermé quand même dans des appartements. ouais. Donc, très peu d'activités en extérieur. Ça, c'était les choix numéro un. Il est plutôt sur la qualité de vie. Choix numéro 2, très, très proche du choix numéro un, bah, c'était est-ce que depuis La Réunion, je peux monter un projet qui est une start-up? Et quand on parle start-up, c'est nécessairement un projet qui va avoir un rayonnement sur un territoire qui est très large. Donc, nécessairement, le rayonnement, il doit aller au-delà de La Réunion. Mhm. Donc, et vérifier si je pouvais trouver un environnement qui me permettrait de faire ce projet à La Réunion. Et en effet, je l'ai trouvé très vite parce que je suis arrivé au mois de mars. Ouais, 6 mois plus tard, j'ai pu intégrer le village Baïséa à l'île de La Réunion, qui était tout neuf à l'époque. Et j'ai pu trouver l'environnement idéal pour développer sa startup. Et l'avantage de l'île de La Réunion, pour le coup, c'est que des villages Baïséa, il y en a à Paris, il y en a ailleurs en France hexagonale. À La Réunion, voilà, je combinais les deux. Donc, l'environnement professionnel qui me permettait de développer le projet, l'environnement personnel qui me permet d'être dans les meilleures conditions. Mhm. Donc, j'ai validé ces deux critères et c'est pour ça que je suis resté ici. Génial. Et quand tu es arrivé, du coup, et que tu lances, enfin, que tu arrives à La Réunion, est-ce que tu as déjà l'idée de ce que tu vas faire ou tu sais juste que tu vas intervenir dans le secteur de l'éducation, mais sans savoir exactement quoi? Ah oui, non, j'avais déjà l'idée. Donc, je suis arrivé parce que ce que j'ai fait là aussi, bon, il y a souvent des salariés, des personnes qui sont en salariat qui me posent la question, oui, je veux entreprendre, etc. Mais j'ai peur de démissionner et ensuite ne pas avoir d'idée. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est la phase d'idéation, c'est la démarrer pendant qu'on est salarié. Donc, je l'avais préparé en amont. Ouais. J'avais fait l'étude de marché, construit des offres, etc. De façon à ce que lorsque je quitte le boulot, je sois dans l'exécution Ok, ok. directement. Donc, Ouais, tu viens ici finalement pour exécuter le projet que tu avais déjà préparé et en même c'est ça, temps être exactement. aligné aussi sur le côté personnel. Alors, puisqu'on C'est on ça. en parle depuis tout à l'heure, cette startup EduCup qui comprend plusieurs filiales, tu vas nous en parler. Euh, qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu pitches toi ton projet aujourd'hui? Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était pas le monde de la startup, mais en réalité, c'était le monde associatif. Et quand je dis associatif, c'est le fait d'aider et d'être utile aux autres. Donc ça, c'était mon objet de départ. J'ai fait beaucoup de bénévolat et il y a une grosse difficulté dans les associations, bah, c'est le financement, c'est aller chercher des subventions, bénévolat, c'est précaire, turnover, etc. Et là, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose, on va créer une entreprise, elle doit avoir un modèle économique performant. Et par contre, l'objet sera exclusivement autour de l'impact social. Donc, et ce qui m'intéressait, c'était l'éducation. Et en effet, en parlant d'éducation, je prends du temps avant d'arriver au projet, hein, parce qu'il faut comprendre Bien pourquoi le sûr, bien fameux sûr. why. Là, tu parlais du why tout Exactement. à l'heure. Le fameux why. Donc, à partir de l'éducation. Et l'éducation, j'ai été confronté et j'ai vu de nombreuses problématiques.
Et en effet, donc, qui dit plusieurs problèmes dans une équation, ben, il faut apporter plusieurs solutions, souvent. Après, là, je suis un scientifique, je disais ingénieur. Donc, vous savez, à l'école, en mathématiques, on a des exercices résoudre le problème. Donc, moi, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, c'est résoudre des problèmes. Donc, et les problématiques que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, qui est vécu par de très nombreuses familles. Donc, la première, c'est les inégalités éducatives. Donc, on n'a pas la même qualité d'éducation en fonction du milieu social dont on vient. Pourtant, on a la chance d'être en France et d'avoir un système scolaire qui fait partie des systèmes scolaires qui ont le plus de budget, le plus de moyens mis en œuvre à l'échelle mondiale. Voilà, on est dans le top 3, top 5 en termes de moyens. Donc là, ce qu'on peut se dire, bon, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation, d'implication des différents acteurs autour de l'éducation, etc. Donc, il y a ce sujet de comment faire pour que ça marche mieux à l'école, parce que on a quand même un paradoxe, c'est qu'on a beaucoup de moyens, mais on a tendance souvent à pointer du doigt le système scolaire français, ça marche pas, on regarde ailleurs, système scandinave, système asiatique, Singapour, etc. Donc moi, je suis pas du tout dans cette approche. Donc je disais problème, quelle solution on apporte? Donc je suis pas problème, je me victimise, ah non, ça marche pas, donc on va se plaindre. Donc je le fais jamais. Je ne sais pas me plaindre. Donc et ça c'est important, je pense qu'on a un état d'esprit d'entrepreneur, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux. Donc et le premier levier en fait, c'est je rencontrais des parents, moi-même j'étais parent, donc plutôt averti parce que je m'étais beaucoup intéressé aux pédagogies, aux sciences d'éducation, aux neurosciences et à la psychologie des enfants. Donc mais je me rendais compte que tous les autres parents, la majorité des parents plutôt, ne connaissaient pas les besoins de leurs enfants. Et donc déjà, avant même de parler du système scolaire, c'est que la préparation qui est en amont, qui est réalisée par le premier éducateur de l'enfant, qui est le parent, ben, elle n'était pas optimale aujourd'hui en France. Donc, et ça passe par quoi? Donc, des choses très simples. On parle beaucoup aussi en ce moment de violences éducatives ordinaires, les fameux VOO, qui sont interdits depuis 3 ans. La punition est interdite, la fessée est interdite. On peut mettre des interdictions, mais si on expliquait pourquoi, qu'est-ce qui se passait, en quoi cette fessée est malsaine pour l'enfant, etc. En fait, on n'aurait même plus besoin d'interdire. C'est que les parents le comprendraient et donc pour échanger leurs pratiques et leur évolution. Et en tout cas, les faire évoluer éducativement. Et donc, j'étais sur un premier axe. Déjà, c'est comment accompagner éducativement le parent. Pour moi, c'est le socle, c'est l'axe principal des projets éducatifs que j'allais porter. Donc, c'était le parent. Donc, parce que moi, je rencontre des parents qui punissent leurs enfants, qui leur crient dessus, qui leur mettent des petites fessées encore aujourd'hui, qui l'assument. Ils disent, bah, on éduque, hein. C'est pour son bien, ça fait pas de mal. Et donc, ce que je vois, c'est qu'ils ont des bonnes intentions. Ce pas des parents malveillants. Il y a des bonnes intentions, mais ils s'y prennent mal par méconnaissance, par ignorance. Et donc, premier levier, c'est développer des projets qui allaient montrer aux parents, qui allaient expliquer aux parents pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire cette approche traditionnelle, parce que c'est une éducation traditionnelle, hein, et quelle approche il faut avoir. Donc, des choses très simples. Moi, je disais, mes parents, ils étaient très bons éducateurs alors qu'ils n'ont jamais été à l'école. Ils ne savent pas lire et écrire, mais c'était intuitif. Donc, donc, bienveillance, confiance. Ils ont vraiment développé la confiance en nous, l'esprit critique, etc. Et jamais de coups, jamais de cris. Vraiment, c'est vraiment l'éducation dans laquelle j'ai grandi. Alors que les copains d'enfance et les cousins avec lesquels j'ai grandi, ils avaient des parents violents physiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on était des extraterrestres par rapport à l'environnement dans lequel on était. Et pour nous, ça s'est bien passé. Et tous les autres, à 15 ans, 16 ans, ils ont arrêté l'école, etc. Et pourtant, ils avaient des parents qui étaient censés les avoir mieux éduqués. Encore une fois, traditionnellement. Donc, et maintenant, moi, le projet, c'était expliquer aux parents, bon, quand vous criez sur un enfant, vous lui mettez une fessée, vous le punissez, voilà ce qui se passe dans son cerveau. Il y a du stress, de l'anxiété, il y a des hormones qui se développent, et ces hormones ont pour effet de ralentir le développement neuronal. Donc, et là, c'est scientifique, c'est mathématique en fait, on ne peut pas faire autrement. Donc, le stress ne développe pas le cerveau, il le ralentit. Donc, il inhibe le cerveau. Donc, expliquer juste ces notions-là, qui peuvent être accessibles à n'importe quel parent, peu importe son niveau d'études, qu'il en ait fait ou pas, pour qu'il puisse changer de posture, mais parce qu'il a compris.
et non pas parce qu'on lui a dit que c'était mal, c'était interdit, on l'a jugé, etc. Et d'ailleurs, c'est très dur en tout cas de prendre des conseils en tant que parent. Toujours celui qui vient à la maison, ouais, faut faire ça, etc. et tout, bah, c'est culpabilisant, on n'a pas envie d'avoir des conseils. Mais par contre, si on explique ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, ça change tout. Le parent, il reste responsable. Il reste responsable. Donc ça, c'est le premier axe du projet, c'est accompagner à la parentalité. Deuxième axe du projet, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Et en réalité, vous avez vu, c'est quand je parle d'éducation, on pense souvent à l'enfant. Pour moi, c'était le parent d'abord. Donc l'enfant, l'accompagner, mettre en place des pratiques pour qu'il puisse développer de la meilleure des manières. Donc, et le troisième axe, c'est tous les professionnels qui sont en orbite autour de la famille. Donc, professionnels à la petite enfance. Et pourquoi je commence par la petite enfance? La petite enfance, c'est de 0 à 6 ans, principalement de 0 à 3 ans. On ne parle pas d'éducation, on parle de garderie. Et donc, c'est un terme que je déteste en vrai, faire la garde d'enfants, surveiller des enfants. Alors que eux, ce dont ils ont besoin, c'est qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent nouer des interactions, qu'ils puissent se nourrir intellectuellement. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de nourriture. C'est former ces professionnels pour qu'ils puissent non pas garder les enfants, mais les accompagner dans leur développement pendant le temps de garde. Parce que la garde d'enfants, c'est pas le besoin des enfants, c'est le besoin des parents. Et donc là, c'est revenir sur le besoin des enfants. Donc là, c'est les trois axes. Donc les parents, les enfants et les professionnels. Donc on est sur un projet avec des solutions complexes. Et donc pour revenir sur EduCup, maintenant, comment je le pitch, parce que c'était ta question. Mais j'avais besoin de faire cette grosse introduction. Donc EduCup, c'est une start-up à impact social qui va créer donc de l'impact social positif au travers d'approches éducatives innovantes. Et donc, une startup, c'est quoi? Donc, c'est une startup qui apporte de l'innovation, donc une structure qui apporte de l'innovation. Donc, on est dans l'innovation au travers des pratiques éducatives. Et une startup, c'est une structure qui a une capacité justement de scalabilité qui est importante, qu'on peut déployer ses services n'importe où. Et donc là, c'est quand même au cœur du projet, c'est qu'on peut le déployer n'importe où il y a des parents et des enfants. Donc ça va, on est assez rassuré là-dessus. Et donc, l'autre sujet, vu qu'on est sur l'impact social, on est sur l'accessibilité. C'est de pouvoir la déployer auprès de tous les parents. Donc, EduCup, ce qu'elle porte également, c'est des solutions de financement pour permettre aux parents qui ont des faibles revenus d'avoir des prises en charge de services à 100%. Pour ça, on ne leur coûte rien du tout. Donc, EduCup, start-up qui va créer des projets à impact social, accessibles à tout le monde. Donc, voilà comment je le présente. Une fois que j'ai dit ça, ça reste encore vaste. Donc, elle va créer des projets. Et donc aujourd'hui, il y a deux projets qui ont vu le jour. Le premier s'appelle Domisori. Donc, Domisori, tu en as parlé tout à l'heure, Clément. Donc, c'est la fusion de domicile et Montessori. Donc, Montessori, c'est une pédagogie qui est célèbre, hein, la pédagogie Montessori. On pourra y revenir si vous voulez. Donc, et là, mon idée est plutôt de créer des écoles Montessori qui sont inaccessibles, qui sont élitistes, parce qu'une école Montessori coûte en moyenne en France 800 euros par mois, par enfant. On parle d'une école maternelle, hein, je ne parle pas d'une grande université, sachant que même les grandes universités sont gratuites en France. Donc, plutôt de créer des écoles, c'est déployer cette philosophie de Maria Montessori au sein du domicile, au sein des foyers. Donc, ça, c'est le premier projet, Domisori, qui compte plus de 500 salariés aujourd'hui, donc 2019-2023. Et le second projet, qui est Aide Academy, donc ED, les deux premières lettres de Éducation, Academy. Et donc là, c'est une école en ligne, on est dans la EdTech, qui permet de former les professionnels, les futurs professionnels et les parents, donc au travers de ces approches éducatives. Donc on est c'est déjà sur deux projets qui se servent l'un et l'autre et qui permettent de répondre à la problématique globale. Donc il y a d'autres projets qui sont dans les cartons qui verront le jour en 2024. Tu nous teases là, Mohamed. Bon, en tout cas, franchement, c'est hyper clair et je te remercie d'avoir pris le temps de, tu vois, de poser les bases parce que, tu vois, on voit finalement que toi, tu as une vision globale de la chose et que tu es juste en train, enfin, juste entre guillemets, t'es en train d'exécuter ta vision par des projets de manière très concrète. Et tu as sorti un chiffre là qui est, je trouve, est extrêmement impressionnant. J'aimerais qu'on revienne dessus. C'est donc 2019-2023, Domisori, 500 salariés, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comment on fait pour employer 500 salariés? Et j'imagine que ces salariés ne sont pas que à La Réunion. Est-ce que tu peux nous en Très dire un bien. peu plus Donc, là-dessus? en effet, à l'échelle du groupe, on a à peu près 600 salariés. Donc, à l'échelle du groupe.
Donc, pour être précis, on est autour de en équivalent temps plein, parce qu'il y a beaucoup de salariés en CDI à temps partiel. Donc, j'y reviendrai, hein. Donc, en équivalent temps plein, on est entre 250 et 300 Ok. équivalents temps plein, ce qui est déjà énorme. Mais c'est quand même 600 personnes à gérer. Donc, start-up réunionnaise, donc vocation à rayonner à l'extérieur de la Réunion. En effet, il y a de nombreux salariés qui sont en France hexagonale. Aujourd'hui, on est présent sur 20 départements. Donc, la région parisienne, région lyonnaise, le sud de la France, avec Marseille notamment, un petit clin d'œil à Soprano dont on parlait tout à l'heure. Donc, Bretagne, Normandie. Donc, on est présent sur 20 départements. L'idée, c'est qu'on continue à développer nos offres pour être présent sur 100% de départements. Donc, parmi les salariés, donc, on a une majorité qui sont les éducateurs qui interviennent à domicile. Donc, ils sont tous en CDI à temps partiel. Mais j'ai créé un modèle de façon à ce qu'ils puissent avoir un niveau de rémunération qui soit nettement supérieur à ce que propose le marché. Donc, on a une moyenne qui est à peu près à 2 fois le SMIC horaire chez nous. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui bosse à mi-temps, donc chez nous, a l'équivalent d'un salaire en SMIC à temps plein. Donc, ça, c'était notre modèle. C'était que comme le service, l'offre, allait induire nécessairement du temps partiel, c'est qu'on puisse compenser avec des salaires qui soient élevés. Donc là, c'est une majorité, donc, qui sont des intervenants à domicile. Et ensuite, on a à peu près une centaine de personnes qui portent le projet avec moi. Donc, ils vont créer l'innovation, des profils plutôt techniques, technologiques, des équipes RH, des équipes commerciales, des équipes marketing, des équipes opérationnelles, administratives, etc. Et un comité de direction autour de moi qui sont des salariés exactement et qui m'aident à piloter le projet. Dans mon parcours aussi, c'est important en tant que start-upper. Donc, on voit souvent des start-upers avec plusieurs cofondateurs. J'ai démarré seul. J'ai démarré seul à La Réunion, dans un environnement où je connaissais personne. J'avais aucun réseau quand je suis venu à La Réunion. Pas un ami, personne. Donc voilà, et comme quoi, en 4 ans, j'ai pu faire en sorte que le projet soit bien entouré, faire des bons recrutements pour arriver en effet à cette échelle aujourd'hui. Tes premiers recrutements, tu les as fait au bout de combien de temps à un moment? Ah ouais, très vite, dès 2019. Donc, tu me disais, ouais, comment j'ai fait dès le départ. J'ai vraiment construit le projet pour pouvoir accueillir des centaines de salariés. Donc, et dès le départ, même si j'ai fait moi-même de l'opérationnel, j'ai fait en sorte de pouvoir prendre la hauteur le plus vite possible. Donc j'ai dû investir donc dans de la masse salariale, dans des salariés, de façon justement à ce que je puisse rester focus, moi, sur le développement et le déploiement des offres. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que parfois, je rencontre des entrepreneurs qui sont justement par risque, enfin, par aversion au risque de recruter des salariés, etc. Ils font tout, ils sont beaucoup dans l'opérationnel, ce qui induit nécessairement un ralentissement du développement par rapport à ce qu'ils avaient en tête. Donc ça, c'était important, c'était structurer le projet avec l'outillage, etc., de façon à pouvoir déployer sur plusieurs territoires qui sont espacés de 10 000 kilomètres, hein, et ensuite pouvoir recruter rapidement. Donc, mes premiers recrutements, je les ai fait à La Réunion, mais aussi en métropole. Et là, typiquement, bon, si on prend un cas pratique, parce que tu vois, nous, on veut vraiment savoir les détails un peu croustillants. En fait, je trouve que ta démarche et ton projet est intéressant et je voudrais pas qu'on passe, tu vois, à côté de choses très concrètes que tu pourrais nous donner. C'est là, tu vois, quand tu recrutes tes premiers salariés, comment ça se passe concrètement? Quand tu dis que tu mets des outils, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement comment tu déclines ces premiers recrutements à 10 000 kilomètres de distance? Parce que finalement, cette thématique que tu abordes, il y a beaucoup d'entrepreneurs ultramarins vont rencontrer ce sujet-là. Toi, comment tu as fait concrètement ça? Bon, je pense première étape, en effet, c'est il faut maîtriser le cœur du système. Donc, quand j'ai le cœur du système, les outils, les processus, procédures, etc., essayer d'automatiser, même si au démarrage, je démarrais sur Excel. Donc, faut pas se mentir, j'ai tout fait sur Excel. Et vraiment passer du temps à créer des outils, des process, de façon à pouvoir avoir ensuite des personnes que j'ai recrutées qui ne se posent pas de questions, qui puissent exécuter dans un cadre qui soit le plus clair possible. Encore une fois, ça n'a pas été parfait dès le premier coup. J'ai démarré Bien sur sûr. Excel, on a restructuré 3 ou 4 fois en 4 ans. Donc, c'est nécessaire. Mais dès le départ, en effet, j'ai pensé pour pouvoir automatiser et industrialiser le fonctionnement de l'entreprise et avoir des équipes qui puissent le répliquer, peu importe où elles sont. Peu importe où elles sont.
Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, des équipes qui étaient distantes. Là, ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne, c'est arriver à créer un esprit d'équipe, une cohésion qui soit la plus forte possible. Donc, bon, dès le départ, on a travaillé beaucoup sur Teams. Donc, on a eu la chance, entre guillemets, parce que c'est peut-être maladroit d'utiliser ce terme, d'avoir eu le Covid qui est arrivé en 2020, qui a obligé toute la planète à travailler avec des outils comme Teams, etc. Donc, ça a facilité en tout cas la cohésion d'équipe à distance. Mais pour le coup, j'étais un peu précurseur là-dessus, donc parce que tout se faisait à distance. Il y avait dès le départ zéro papier. Donc, je refusais d'avoir des documents papier, essayer de tout digitaliser, etc. Donc, c'était 2019. Donc, ça, c'est le premier axe, vraiment industrialiser, automatiser, process et se projeter, se demander à chaque fois que je développe un process, est-ce que celui qui est à La Réunion et celui qui est à Marseille ou celui qui est en Quimper peut le déployer de la même manière sans qu'il se pose de questions. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Et ensuite, en termes de recrutement, donc là, là pour le coup, je recrute aussi à ma façon. Je ne respecte pas du tout les règles de recrutement RH classiques. Je ne suis pas allé chercher les compétences nécessairement. J'ai pas jamais recruté avec une fiche de poste ou un CV. Je suis allé rechercher des gens, des personnes qui étaient dans le milieu associatif, qui faisaient du bénévolat, des gens qui me ressemblaient en fait, qui avaient compris ces enjeux éducatifs. Et donc, même s'ils n'avaient pas la compétence, je les ai recrutés parce que je me suis dit, si on a le sens, si on a compris le sens du projet, on se tape dans la main et la personne, elle va faire de son mieux pour développer les compétences. Et clairement, les 3 premières années, j'ai recruté exclusivement comme ça. Je n'ai pas cherché la compétence, j'ai cherché des personnes qui allaient comprendre le sens du projet et qui seraient voire même créatives à côté de moi. Donc, qui seraient créatives et qu'elles puissent vraiment co-construire le projet avec moi. Je ne voulais pas des exécutants. Et donc, pendant 3 ans, j'ai fait que des recrutements comme ça et c'était indispensable, surtout quand on est fondateur seul. Et même, je dirais, même si on a des cofondateurs, on est 2 ou 3, je pense que c'est important que les premiers salariés, les 10, les 20, les 30 premiers, ils aient la même vision que les fondateurs, qu'ils soient impliqués au même niveau, qu'ils soient des profils créatifs et qu'ils co-construisent le projet. Donc, je dirais c'est les deux axes sur lesquels je suis allé et qui a très bien fonctionné pour moi. Moi, quand je t'écoute, Mohamed, je suis assez scotché en fait par deux choses. De un, c'est un peu les chiffres. Tu vois comment en 4 ans, avec un Covid au milieu, tu as réussi quand même à atteindre des objectifs qu'on voit pas beaucoup dans l'écosystème ultramarin en tout cas. Première chose. Et deuxième chose, c'est de voir comment tu en parles avec une tranquillité assez déconcertante, on va dire. Du coup, moi, j'aurais une première question. Donc, tu as dit, quand tu as quitté ton boulot en 2019, tu avais déjà eu toute cette phase d'idéation, tu avais déjà pensé le projet. Du coup, là, la question qui me vient en tête, c'est aujourd'hui, on est à 4 ans post-lancement. Donc, c'est assez court. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans les. Enfin, aujourd'hui, EduCup, est-ce que ta startup ressemble à ce que tu avais imaginé il y a 4 ans? En termes de trajectoire et de vision, on comprend bien que oui, le why est toujours là. Mais en termes de chiffres, en termes de rayonnement, tu disais tu es dans 20 départements. Est-ce que ça, tu l'avais déjà imaginé et vu venir? Allez, on fait une petite pause de 3 secondes dans le podcast. Toi qui es en train de nous écouter, si le podcast te plaît, pense à liker, commenter, nous mettre une note, ça nous fera très plaisir et ça donne de la visibilité à notre invité. C'est bon, tu as mis ton like, tu as écrit ton commentaire, tu as mis ta note, c'est parti, on passe à la suite. Je l'avais imaginé parce que je savais que je voulais être sur toute la France et à terme, je voulais être sur d'autres continents. Et ce qui m'intéresse, c'est le continent africain également. Donc, par contre, si je dois me revenir à Mohamed de 2019 et qu'on lui montre comment c'est en 2023, je pense que c'est même encore mieux que la manière dont je me projetais. Donc, et quand je dis c'est encore mieux, vraiment, ce qui est magnifique, c'est au-delà des chiffres, c'est le nombre de salariés qui portent la vision, vraiment la quantité d'impact, les familles qui sont là et qui ne sont pas des clientes. Quand je dis les familles, c'est censé être des clients, s'il doit parler d'un point de vue business,
mais qui ne sont pas des clientes, qui sont là, qui apportent des idées, qui sont très embarquées dans le projet. Et là, pour le coup, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est voilà, troisième point qui me scotche aussi. Moi, j'avais une petite question peut-être pour vraiment bien comprendre du coup ce que EduCup propose à travers l'intervention des éducateurs là pour la partie demi-souris en tout cas. Donc concrètement, les éducateurs, euh, qu'est-ce qu'ils font, comment et avec D'accord. qui? Donc là, on va parler de l'offre Domisouris qui est portée par la marque Domisouris. Donc, les éducateurs qui sont des intervenants à domicile, donc ils sont recrutés. Déjà, là aussi, même process de recrutement, c'est important de le comprendre. On est dans le secteur du service à domicile. Comment ça fonctionne sur le marché français? On est un secteur précaire, en tension, où il y a beaucoup de turnover, les gens sont mal payés. Et ce qui se passe, c'est qu'on va chercher un client et dans l'urgence, il faut trouver un intervenant. Alors ça, c'est le fonctionnement classique. Donc moi, j'ai fonctionné à l'envers. Donc, je recrute des intervenants, je les forme et je vais chercher des familles en fonction des qualités et des compétences de l'intervenant. Donc, sur son territoire, sur son secteur géographique. Donc ça, c'est ce modèle. Et ensuite, l'intervenant, donc ils sont tous différents. Donc même s'ils ont une base de formation qui est la même. Donc la philosophie de Maria Montessori, cette posture bienveillante qui va développer la confiance chez l'enfant, l'autonomie, l'esprit critique. Donc, ils sont différents, ils ont des parcours de vie différents, ils ont des passions différentes. Donc, un exemple, un éducateur, je me souviens d'une éducatrice qui était professeure de maths, qui a voulu revenir sur la petite enfance, donc passionnée des maths. Puis, je demandais quelles étaient ses autres passions, elle me parlait de pâtisserie. Donc, et j'ai développé avec elle les ateliers pâtisserie, donc dans Domisouris. Donc, elle intervient au domicile des familles pour mettre des ateliers de pâtisserie où l'enfant va développer des compétences en mathématiques. Donc, addition, soustraction, etc. et tout. Donc tout ça, ça reste dans les valeurs de Domisouris. Et chaque intervenant est un éducateur, un professionnel qui va pouvoir accompagner l'enfant et qu'en plus, qui va jouer le rôle de référence vis-à-vis du parent, qui va le conseiller. Donc lorsqu'il intervient au domicile, donc le parent n'est pas présent. Par contre, il va échanger avec l'éducateur. Donc, ce que je voulais, c'est que le parent puisse voir le résultat sur l'enfant, l'évolution, et qu'on suscite un intérêt chez lui pour qu'il puisse lui-même rentrer dans cette démarche, qu'il puisse profiter de nos programmes de formation. Donc là, j'ai donné un exemple de cette éducatrice. Ensuite, on a des éducateurs, des intervenants qui sont qui sont bilingues, par exemple, des anglophones, des arabophones, hispanophones, germanophones, etc., qui, eux, vont mettre des ateliers en immersion en langue étrangère. Donc, pour que l'enfant développe l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc, on va le faire sur les autres compétences de l'enfant, le langage, l'écriture, la lecture, etc. Donc, il intervient au domicile, donc une fois ou plusieurs fois par semaine, sur des contrats de 12 mois. On ne fait jamais de ponctuel. Ce que je veux, c'est que ce soit régulier. Donc, on est sur 12 mois. Donc, régulièrement, on noue une vraie relation avec l'enfant, avec le parent, et on fait évoluer l'esprit qui règne dans la famille. Donc voilà pour Domisouris et tout cela, bien sûr, sur la base de prestations de garde d'enfant, parce qu'on est dans le service à la personne et ça reste de la garde d'enfant et durant le temps de garde, on fait de l'éducation. Contrairement aux autres acteurs qui ne sont pas dans l'innovation, ils font de la garde. Et donc vous imaginez un peu enfin, je ne sais pas si vous avez un peu la caricature du babysitter qui met l'enfant devant le dessin animé, le babysitter qui est sur son téléphone en train de scroller peut-être sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qui n'existe pas du tout chez nous. Moi, tu sais, je t'écoute là depuis tout à l'heure et tes paroles me parlent parce que moi aussi, mon fils, on a pris on a fait la décision de le mettre dans un environnement Montessori, justement parce que, enfin, je trouve que on n'a pas retrouvé dans l'école publique et pas seulement publique, je veux dire une école privée qui suit les mêmes standards. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait apporter à notre enfant. Tu parlais beaucoup de bienveillance. Il a fait une première année en public et c'est pas que ça s'est mal passé, mais il y a des choses qui se sont passées et on s'est dit c'est peut-être révélateur de ce qui peut se passer après au quotidien. On n'a pas voulu ça. Et voilà, la bienveillance, cultiver la curiosité, etc. Et effectivement, nous, on a vu
cette évolution-là. Tu vois, tu disais, tu veux mettre le parent devant l'évolution de l'enfant, et c'est vrai que c'est assez, enfin, c'est assez fort en fait comme évolution. Surtout comme tu disais, c'est très ludique en fait les ateliers. Donc t'as pas l'impression que ton enfant est peut-être en train de progresser. Tu le vois juste là en train de jouer avec la farine et de Mm. faire des gâteaux. Mais en fait, comme tu disais, c'est un vecteur pour lui apprendre, en l'occurrence les mathématiques, lui apprendre des choses, etc. Et il y a un côté où on dit en fait finalement l'enfant il sait des choses, mais il n'a pas conscience qu'il sait ces choses-là. Et je trouve que cette philosophie Montessori, elle est intéressante. Alors toi, tu nous as dit que par rapport, tu vois, à ton parcours, tu as bénéficié d'une éducation qui était, tu as employé le mot un peu Mm. extraterrestre, peut-être par rapport du milieu où tu venais, par rapport au contexte dans lequel tu étais. Euh, si on prend encore un petit peu plus de hauteur, là, toi, à partir de ça, à partir de tes activités associatives, Montessori, en fait, ça arrive à quel moment? Tu as dit hein, que tu étais un papa très Voilà. averti aussi. Euh, on a compris un peu d'où ça venait, mais peut-être est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs ou quoi dans ce Non, parcours-là ça, de c'est une formation? question très intéressante, en effet. Donc ouais, plusieurs éléments de réponse. En effet, déjà, sur le cas de école publique, école Montessori, etc., moi, ce que je peux dire, c'est qu'une école Montessori ne garantit pas le fait que dans l'environnement, il n'y ait pas de violence. Il y a eu des événements, ne serait-ce qu'ici à La Réunion, dans des écoles Montessori, où finalement, il y a eu de la violence et en réalité, c'est au cas par cas. Donc là, on est sur l'environnement. Dans l'environnement, il y a des individus, des humains, et tout dépend de la personne qui est là. Donc, à mon sens, en tout cas, école Montessori, c'est pas la solution miracle qui permet d'avoir que des gens qui vivent dans le monde des bisounours. Donc, c'est pour ça qu'il faut. J'essaie de faire la part des choses entre la structure et la philosophie qui doit être incarnée. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont en structure d'école Montessori qui n'incarnent pas vraiment la philosophie. Donc, ça c'est la première chose, comme il peut y avoir vraiment. Je pense qu'il y a des écoles publiques. De toute façon, il y a des faits divers. Il suffit juste de taper Montessori dans l'actualité. Maintenant, il y a pas mal d'articles de certaines absurdités qui se passent dans les écoles Montessori. Donc, pas besoin d'y revenir. Mais sinon, moi, dans mon parcours, j'ai toujours été convaincu que si ça marche à l'école, c'est pas une question d'intelligence. Même si je trouvais que l'école était facile, mais j'avais envie d'apprendre. J'aimais bien apprendre. Donc, il n'y avait pas de mérite parce que j'aimais bien, entre guillemets. Donc, on parle d'école du mérite. Et parce que ça me nourrissait, c'était plus un besoin. C'était pas et j'étais convaincu que c'était pas une question d'intelligence. Et ce que tu disais aussi, ce qui était intéressant dans le Montessori, quand tu parlais de ce côté ludique et l'enfant qui apprend sans avoir conscience qu'il apprend. En réalité, c'est de la préparation à l'apprentissage. Ce que l'on fait avec les ateliers pâtisserie ou les autres lectures, écritures. Donc, il va faire des additions, mais en fait, il va comprendre le principe de l'addition dans le monde réel, concrètement. Avec la soustraction, il va la comprendre. On va lui expliquer la division, il va la comprendre. Donc, on va préparer l'intelligence logico-mathématique. Et lorsqu'il sera à l'école et qu'il verra les enseignements, donc qui seront nécessaires de l'école publique, donc ça sera plus fluide pour lui parce qu'il aura été préparé pour comprendre la théorie des mathématiques et pareil pour toutes les autres sciences. C'est ce que fait le Montessori. Et donc cette préparation, donc l'école Montessori le fait bien, mais on peut très bien le faire à la maison. Et le socle vraiment de base, on n'a pas besoin d'avoir fait des études, n'importe quel parent pour le préparer. Encore une fois, je rappelais tout à l'heure, dans mon environnement, mes parents n'ont jamais été à l'école, ni papa, ni maman. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est important aussi de revenir sur qui est Maria Montessori, parce que là, on parle d'école Montessori, de pédagogie, méthode. Si vous me permettez de faire une petite parenthèse sur la vie de Maria Montessori. Donc, Maria Montessori, elle est née en 1870, italienne, dans un environnement plutôt populaire, catholique, très pratiquant, où les filles avaient été destinées à devenir de futures mamans au foyer. Bon, elle, première chose, elle n'était pas d'accord avec cette vision, donc elle voulait devenir médecin. Donc, premier problème, c'est que les médecins étaient une profession réservée aux hommes en Italie à ce moment-là. Donc, déjà, on ne fait pas d'études, une femme ne fait pas d'études, et médecin, c'est un métier d'homme. Donc, elle s'est battue. Donc,
premier frein qu'elle a eu, c'est ses parents, sa famille, son environnement, etc. Elle a étudié et elle a pu intégrer une école de médecine. Donc, première femme à avoir intégré une école de médecine en Italie et première femme à être devenue médecin en Italie. Donc déjà, premier exploit, on voit aussi par rapport à son environnement, son milieu social, ce qu'elle a réussi à faire. Donc ça m'a parlé. Moi, dans ma Mm. famille, personne n'avait fait des études avant moi, j'étais l'aîné, etc. Tout le monde finissait ouvrier agricole, vraiment, hein. Personne n'avait dépassé le cap du brevet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, elle a exercé en tant que médecin, donc quelques années. On se dit première femme médecin en Italie, elle va faire une carrière brillante de médecin. Au bout de quelques années, 3, 4 ans, j'ai plus le nombre d'années exactes, elle a décidé de quitter son métier de médecin pour se consacrer à l'éducation des enfants de milieux très pauvres. Et ce qui lui a donné l'élément déclencheur, c'est que son premier poste, elle a pris en hôpital psychiatrique. Et dans l'hôpital psychiatrique, on traitait les enfants et les adultes de la même façon. Elle s'est dit, moi, je vais les traiter différemment, les enfants, je vais les séparer des adultes. Et je vais leur parler, leur donner une relation bienveillante, essayer d'avoir une communication. Elle a vu qu'elle obtenait des résultats assez positifs des enfants qui étaient considérés comme étant fous et qu'on avait marginalisés de la société. Donc, et c'est ce qui l'a amené à quitter son métier de médecin. Encore une fois, je rappelle, première femme médecin en Italie. Donc, une aberration pour aller fonder, non pas des écoles, mais elle a fondé des maisons des enfants. Donc, elle a accueilli les enfants de milieux pauvres, des bidonvilles, des enfants orphelins qui étaient abandonnés à la naissance. Donc, pour les accueillir dans cette maison, pour leur donner de la bienveillance, de la confiance, de l'autonomie, de la rigueur, de l'organisation, de l'ordre, de la vie pratique. Et au fur et à mesure, elle a développé des outils pour préparer leur apprentissage. Elle n'a jamais donné de cours. Elle a développé du matériel pour apprendre les additions, mais sans expliquer que c'est des additions, pour apprendre les soustractions, sans expliquer que c'est. Et au fur et à mesure, elle a expliqué ça. Et au bout de quelques années, elle s'est dit, bon, maintenant qu'ils ont l'air de comprendre, d'apprendre, ils ont l'air intelligents, elle vient pas du tout du monde d'éducation, hein. On s'est dit, bon, je vais voir ce qu'ils valent si je les compare à des enfants de milieux bourgeois qui vont à l'école. Donc, elle leur fait passer un concours qui permettait de valider le passage de la primaire au collège, donc qui était le même que les autres enfants de milieu bourgeois. Et ces enfants à elle, les enfants de la rue, ont eu les meilleurs résultats. Donc, ça crée un buzz, une tollée générale à Rome, etc. Qu'est-ce qui se passe là? Comment les enfants orphelins, des fous là-bas, sont meilleurs que nos enfants? Donc, c'est là où on s'est beaucoup intéressé à Maria Montessori. Donc, le dictateur en place à l'époque, Mussolini, s'est intéressé à elle. Si elle arrive à faire ça avec ses enfants, c'est qu'on peut mettre au profit sa méthode au service de la dictature. Donc, c'est là, pour des raisons politiques, elle a choisi de s'exiler. Donc, elle a vécu en Inde, même expérience, avec des enfants différents culturellement. Les paradigmes ne sont pas les mêmes. Donc, elle a pu obtenir les mêmes résultats. Donc, elle a vécu aux États-Unis, aux Pays-Bas. Là, on est sur une culture plutôt germanique. Les mêmes résultats à chaque fois. Donc, tout au long de sa vie, elle a amélioré sa pédagogie, sa philosophie. Donc, qui est en réalité une philosophie éducative universelle. Donc, ça, c'est Maria Montessori que j'ai découvert au travers de ses livres, sa biographie. Je me suis formé et bien sûr, j'ai permis de comprendre aussi énormément de choses sur ces enfants avec lesquels j'ai grandi. Donc, l'approche qu'ils avaient qui n'était pas la bonne et je me suis inspiré. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la première offre que j'ai créée s'appelle Domessori. Je me suis inspiré beaucoup de Maria Montessori qui n'a pas créé d'école. Encore une fois, elle a créé des maisons des enfants. Aujourd'hui, quand je parle à des directeurs d'école Montessori ou l'association qui régit en tout cas toutes ces écoles, je leur dis si Maria Montessori aurait été là, encore aujourd'hui, elle se serait désolidarisée de vous. Parce que le public qui l'intéressait, c'était le public de la classe populaire qui n'avait pas les moyens. Donc, et là, c'est incontestable. Personne ne peut me dire non, t'as tort, Mohamed. Non, elle a fait ça toute sa vie. Donc, ensuite, moi-même, quand j'ai eu l'occasion, j'avais mis ma fille en école Montessori, j'avais fait un test pendant 2 ans. Aujourd'hui, elle est revenue sur une école plutôt classique. Donc c'est bien de pouvoir le faire, mais Maria Montessori s'est adressée à un certain public et elle a démontré que ça pouvait marcher. Donc le déclic, c'était plutôt ça. Et je me suis formé en tout cas sur la pédagogie Montessori quand je suis devenu papa. Donc c'est pour ça le déclic dans ma vie. Donc c'était en 2013 et là on est en 2023. Je dis souvent que j'ai 10 ans d'âge en tant que papa. D'ailleurs ma fille elle a eu 10 ans hier, c'était son anniversaire. Donc important J'allais dire ça, ça va. les 10 ans. Ouais, je lui ferai passer le message. Elle écoutera le podcast.
Donc, et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai passé un cap, en tout cas au niveau de mon approche. La première partie de ma vie, c'était mon parcours, moi, en tant qu'élève, enfant, je le partage avec d'autres enfants. La seconde partie de ma vie, quand Sarah est entrée dans ma vie, c'est je suis papa, je me pose plein de questions et je voulais du coup accompagner les autres parents au travers de tout ce que j'ai appris. Donc là, ça a été un vrai déclic. Donc Sarah, qui m'a permis de connaître Maria Montessori et ensuite d'en arriver jusque-là. Et en réalité, je dis souvent de Sarah, qui a 10 ans aujourd'hui, hein, c'est la fondatrice du fondateur, parce que si je n'étais pas passé par ce parcours, je n'aurais jamais créé EduCup. Et d'ailleurs, on la voit souvent, tu l'emmènes souvent avec toi dans tes aventures entrepreneuriales. J'ai vu d'ailleurs qu'elle-même a lancé un petit projet sur lequel tu l'accompagnes. Du coup, Ah, j'en profite pour poser cette question, c'est comment toi, tu gères, tu vois, ce quotidien de papa entrepreneur et tu vois, on imagine un peu ton quotidien qui doit quand même être assez chargé. Tu vois, comment tu gères la parentalité et surtout que tu as un deuxième enfant un peu plus petit. Comment toi ça. tu gères ça au quotidien et comment, à ton avis, on peut concilier ces deux sujets qui sont très prenants en fait, qui sont deux boulots Ah, entre guillemets à plein temps, quoi. c'est ça. C'est vrai que bah, pour le coup, je parle d'éducation, la parentalité. Donc là, j'enlève ma casquette d'entrepreneur. Là, je parle de Mohamed. Ma priorité numéro un, oui, c'est mon rôle de papa. Si je réussis dans l'entrepreneuriat et que je rate mon rôle de papa, la relation avec mes enfants et l'éducation de mes enfants, bah, c'est quand même un gros échec. Donc, pour moi, c'est quand même important de maintenir un rythme de vie, une relation avec les enfants qui est équilibrée, de pouvoir les accompagner, d'être présent pour eux. Donc, comment j'ai réussi à le faire? Donc, bon, on a la chance d'être à La Réunion, ce qui est un petit décalage horaire qui n'est pas très important. Je ne l'aurais pas fait en étant dans les Antilles. Ça aurait été par contre, ça aurait été beaucoup plus difficile, mais le décalage horaire me permet en tout cas de pouvoir déposer mes enfants à l'école et de les récupérer. Donc, tous les jours. Donc là, c'est des créneaux où je suis pas disponible pour le boulot. Ensuite, quand ils se couchent le soir à 20 heures, bah, je me rajoute 2 ou 3 heures de boulot avec les équipes qui vont être à Paris, qui peuvent travailler plus tard. Donc, notamment avec mon codir. Donc, j'ai créé une organisation pour avoir les deux pans de ma vie qui soient parfaitement imbriqués. Qu'il n'y en ait pas un euh, qui puisse impacter négativement l'autre. Donc, mais c'est un sacré défi. Ça demande vraiment, c'est des journées intenses, des grosses journées. Donc, pas le temps de s'ennuyer. Et donc voilà, essayer de travailler au maximum en temps masqué. Donc quand je parle de temps masqué, c'est le temps où les enfants sont à l'école ou quand ils sont couchés. Donc encore une fois, donc la réunion, ça a permis de faciliter grâce au petit décalage horaire, 2 heures ou 3 heures, donc qui permet de pouvoir combiner les deux. Donc, mais c'est quand même central, hein, parce que j'apprends beaucoup des relations et des rencontres que j'ai faites dans ma vie, notamment les entrepreneurs aguerris qui avaient 30 ans, 40 ans d'expérience proche de la retraite. Et un constat il me disait, attention Mohamed, ne passe pas à côté de la vie de tes enfants, parce que les nôtres ont grandi trop vite, on ne les a pas vu grandir. Et vraiment, quand il me partageait ça me prenait au cœur et je me dis, je veux surtout pas faire cette erreur parce que ça, cette vie, on l'a vit qu'une seule fois. Et donc, c'est important aussi de prendre l'expérience des autres, essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de prendre toutes les clés de réussite. Donc ensuite, vu que je suis dans l'éducation, donc ça s'imbrique facilement. Et pour Sarah, qui est impliquée, bah, mes deux enfants, ils sont bien impliqués dans EduCup. Donc ils savent ce que c'est, donc ils peuvent être présents au bureau. Donc au bureau, ils ont leur espace, ils vont dessiner, etc. Nous, on est proches, on est connectés. J'ai pas du tout séparé les deux vies, professionnelles, la Ouais. vie de mes enfants, Mm. complètement imbriquées, pour profiter encore plus du temps que l'on peut passer ensemble. Et en réalité, ça fait partie de l'éducation, puisque on parlait beaucoup de mathématiques, addition, soustraction, mais il faut aller au-delà. C'est un des sujets qui est important, c'est apprendre aux enfants à créer de la valeur. Comment créer de la valeur? Qu'est-ce que c'est que créer de la valeur? L'éducation financière, c'est important. Pour moi, ça doit s'inculquer le plus tôt possible. Je sais que j'ai eu, moi, ça depuis tout petit. J'ai profité de l'éducation financière qu'on ne voit pas du tout à l'école. Et ça, c'est quelque chose que j'apporte à mes enfants. Et donc, en effet, j'ai été très fier que l'été dernier, pendant les vacances de Sarah, qu'elle vienne un jour me voir,
qu'elle me surprenne, qu'elle me dise, papa, je vois Imran, son petit frère, qui met toujours ses chaussures à l'envers. Voici une solution pour qu'il arrête de mettre ses chaussures à l'envers. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a impressionné. Elle a fait ça vraiment seule. J'avais fait un post sur LinkedIn spontanément, 2 millions de vues, des investisseurs qui veulent investir dans son idée, des, euh, des ateliers qui voulaient aider à produire sa solution, etc. Donc là, je me dis, c'est ça l'éducation, c'est pouvoir leur permettre de réfléchir à améliorer ce monde en partant de problèmes. Et donc, ce que je disais tout à l'heure en introduction, ne pas subir, ne pas avoir ce rôle de victime. On voit un problème, qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre? Donc, un entrepreneur, je pense que c'est ça. Donc, ensuite, ils feront ce qu'ils veulent leur vie. S'ils veulent entreprendre, tant mieux pour eux, mais en tout cas, qu'ils apportent des solutions. S'ils veulent, peu importe le métier qu'ils feront, la voie qu'ils choisiront. Donc, moi, je serais satisfait. Je ne veux surtout pas les enfermer dans quelque chose. Ok. Ce qui est hyper intéressant avec ce que tu dis, Mohamed, et pour vraiment donner un peu du relief à ça, c'est de dire que, enfin, c'est pas seulement des belles paroles, c'est vraiment quelque chose que tu incarnes. Là, j'étais à La Réunion en juillet et on a eu l'occasion de faire la rando preneur ensemble. Et quand je dis ensemble, ça veut dire que toi, tu étais là et ta fille, Sarah, était là aussi. Et en fait, moi, j'avais été assez épaté par... ouais, je la trouve très mature et très épanouie, en fait, pour son âge. Et elle s'était vraiment intégrée dans le groupe de la randonnée. Tu parlais aussi de son idée, là. Et ouais, je me rappelle qu'on avait fait le petit groupe WhatsApp pour s'organiser pour la randonnée avec les autres. Et tu nous avais envoyé en fait le post LinkedIn qui expliquait un Mm. peu ce qu'elle avait fait. Et j'ouvre le truc, je vois, ouais, je sais pas, il y avait 50 j'aime. Et puis après, Ouais. 2, 3 jours après, je reviens dessus pour vraiment reprendre connaissance des éléments. Et là, je vois comment ça a buzzé. On était à, je sais pas, 12 000, 15 000 likes, je sais pas combien de commentaires. Donc, ouais, ça avait bien buzzé. Autre chose aussi, tu vois, je disais, tu annonces des chiffres enfin, c'est pas ambitieux, enfin, des gros chiffres. Tu vois, tu es quand même à la Mm. tête d'une structure qui a fait pas mal de choses. Mais toi, enfin, voilà, comme je disais, tu es vraiment dans une énergie très tranquille. Et en fait, pendant la randonnée, Clément vient me voir et me dit, au fait, je t'ai pas dit, mais Mohamed, ils viennent de faire la plus grosse levée de fonds là d'une startup ultramarine avec EduCup. Je sais pas si tu en as entendu parler et tout. Et effectivement, j'avais entendu parler de la levée de fonds, mais j'avais pas tout à fait fait le rapprochement. Du coup, c'est l'occasion pour moi de te dire félicitations pour cette Merci. levée de fonds. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus, nous dire enfin, comment ça s'est passé, un peu les coulisses et surtout à quoi va te servir après cette levée? Ah, bon, bah, très, très bien, en tout cas, avec plaisir. Bon, c'est vrai qu'on me le dit souvent, cette question, où ça paraît facile, je suis assez tranquille. Des équipes me disent, bon, tu ne vois jamais stressé, pourtant on est censé avoir vécu des périodes de troubles, et ça c'est normal, hein, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais déjà, là, c'est induit dedans, sur ma vie d'entrepreneur. Moi, depuis le début, j'ai quitté le salariat, j'ai décidé de m'amuser. Donc là, tous les jours, hein, je viens pour m'amuser. Je travaille pas. Donc, quand je dis je travaille pas, c'est je suis là pour œuvrer. Je mets aucune pression, clairement. Et avec les équipes, pareil, la manière de manager, ça c'est important, c'est il n'y a pas d'objectif. Donc faites de votre mieux. Voici ce que l'on pourrait faire. Si on fait mieux, tant mieux. Si on fait moins, il n'y a pas d'objectif. Allez, pas de pression. On y va, on s'éclate. Et chacun fait de son mieux. Donc, et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, on fait de notre mieux et peu importe le résultat, on est satisfait. Bah déjà, ça décontracte, ça détend. Donc, ensuite, sur la levée de fonds, donc moi, j'ai fait un choix. Comme je disais tout à l'heure sur les salariés, je cherchais des cofondateurs. Il y en a des dizaines et des dizaines, hein. Aujourd'hui, des cofondateurs. Pour les fonds d'investissement, je voulais aussi non pas des investisseurs, je voulais des partenaires. Je les rencontrais, je leur disais, je veux un partenaire. Et pour vous dire la petite histoire, quand je faisais, bon, il y a tout un process pour lever des fonds. Aujourd'hui, j'ai 5 fonds d'investissement avec moi. Et ensuite, dans le process final, il y a une sorte un comité où on doit pitcher devant Mhm. un certain nombre de directeurs du fonds d'investissement. Et j'y allais avec ça, y compris le comité final. Donc c'est la première fois qu'ils voyaient une enfant qui est venue à ces comités. Mais, mais ça se passait bien.
Donc, c'est peut-être pour moi une manière de rester dans le monde des enfants. J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais en tout cas, d'un point de vue rationnel, je fais ça pour que Sarah puisse voir et qu'elle puisse apprendre. Voilà, tout en s'amusant, sans aucune pression. Donc, mes investisseurs, ils auraient pu se dire, il ne nous prend pas au sérieux, le mec. Mais non, ils ont investi, hein. Et par contre, sur le choix des investisseurs, c'était important d'avoir que des investisseurs qui partagent mes valeurs, qui comprennent vraiment le projet. Et j'ai été très exigeant là-dessus. Je ne suis pas allé chercher de l'argent, je suis vraiment allé chercher des partenaires. Et là, c'est important d'être dans une posture où on va choisir nos investisseurs. Et je rencontre souvent des start-upers qui, après une levée de fonds, me disent on a perdu notre nature, on a reçu trop d'impression, les investisseurs, etc. La relation, c'est compliqué. Donc, moi, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on a pu les embarquer dans l'aventure. Et là, vraiment, c'est un conseil important que je donne, c'est bien choisir ses investisseurs. Donc, moi, ce que j'avais une liste. Je me suis dit, je vais prendre que des investisseurs qui sont de cette liste. Donc, je voulais la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Je les voulais absolument. Et j'ai tout fait pour qu'ils soient avec moi. Donc, ils sont avec nous aujourd'hui. Donc, il y a un gros fonds d'investissement, un des premiers dans le monde des startups, les startups à impact social, c'est Inco, qui a investi 3 fois chez nous, avec des fonds différents. Donc, on a une super relation avec eux, donc, et notamment avec un fonds qui est un fonds créé par Generali, donc un grand groupe d'assurance santé prévoyance. Donc, on a Make Sense, que vous connaissez peut-être, un grand groupe associatif aussi, qui investit dans des startups à impact social. Donc, je les voulais. Donc, ils ont investi au travers d'un véhicule avec un autre fonds d'investissement qui s'appelle Serena Capital. Et enfin, je voulais avoir une touche réunionnaise. On est dans l'outre-mer et là, c'était indispensable. Donc, et j'ai pu avoir, donc, il y a 2 fonds d'investissement seulement à La Réunion qui investissent sur le startup. C'est un des deux. Et je pense le plus intéressant parce que il investit en utilisant de l'argent qui appartient à la région Réunion pour le coup. Donc, un fonds qui s'appelle le Fonds Essor PME 974. Et donc, ils sont dans notre capitale. Donc, j'ai exactement ce que je voulais, c'est-à-dire la Réunion qui est représentée et des fonds sympas à impact social. Donc ça, c'est le premier point, bien choisir ses investisseurs. Et j'ai fait un choix aussi qui n'est pas courant, c'est je voulais multiplier les investisseurs autour de moi. Parce qu'en vrai, sur cette levée de fonds de 7 millions, j'aurais pu voir un seul investisseur et j'ai rencontré des fonds d'investissement qui m'ont dit on peut mettre un ticket compris entre 5 et 10 millions et on peut être tout seul. Ça ne m'intéressait pas, je voulais avoir plutôt avoir, comme je disais, plusieurs partenaires parce que plus on a une force qui est importante. Et là, quand je parle de la force, ce n'est pas la force financière, c'est ce qui vont nous aider à faire, des conseils qu'on va avoir, etc. Et pour la petite histoire, le monde de la finance qui est très masculin en France, bon, je crois qu'on parle de 80% d'hommes dans le monde de la finance. Donc, je ne sais pas comment je fais. Ça faisait pas partie de mes intentions, mais j'ai un comité qui est 100% féminin. Donc, j'ai que des fonds d'investissement avec des femmes. Donc, c'est très rare, mais comme quoi. Donc, mais en réalité, c'est important aussi de parler du pouvoir du féminin. Je ne vais pas parler des femmes, mais du féminin autour vraiment de l'impact social, l'utilité sociale, etc. Et il y a aussi, il faut leur rendre hommage et honneur. Donc, la grande partie des effectifs est représentée par des femmes dans le projet. Donc, et c'est aussi ce qui nous a permis d'être là. Donc voilà pour les conseils que je peux donner. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'entrepreneuriat parce qu'on peut vraiment créer des entreprises vertueuses et qui soient vraiment utiles et qui améliorent la société. Le message est passé. Donc, il y a eu cette grosse levée de fonds à 7 millions d'euros. Pour moi, ça soulève 2 questions. Peut-être une présentation, tu vois, rapide de à quoi va servir cet argent. C'est quoi les projets à venir. Et puis, une deuxième question, peut-être plus personnelle. Il va y avoir un changement d'échelle, encore une fois, pour EduCup. Comment ça t'impacte, toi, en tant qu'entrepreneur? Voilà. Donc, pour la première question, les 7 millions d'euros, en effet, c'est pour financer la croissance et c'est principalement 80% des fonds vont financer la masse salariale. Donc, des recrutements que nous allons faire en plus sur des nouveaux territoires et approfondir la croissance sur les territoires où on est présent. Donc, ça, c'est 80% de l'investissement et il va y avoir à peu près 20% qui permettra de financer la structuration, le digital, pousser encore la digitalisation le plus loin possible non pas pour déshumaniser,
mais pour mettre le digital au service de l'humain, justement. Donc, on n'est pas là, donc on est quand même sur un projet où il y a beaucoup d'humains et là, j'y tiens. Et donc, l'objectif en 2027, c'est d'atteindre 3000 salariés. Donc, pour que l'on comprenne, donc c'est principalement vraiment ce qu'on appelle fonds de roulement et la masse salariale. Donc ça, c'est pour la réponse à la première question. On a parlé de beaucoup d'Omisori, mais l'axe d'académie est important. Donc, créer de nouvelles formations en ligne, aller pouvoir toucher encore plus de professionnels, futurs professionnels, des étudiants. On a des formations diplômantes. Donc, on a des classes entières d'étudiants qui nous rejoignent pour pouvoir se former au métier de la petite enfance et de l'éducation. Donc ça, c'est pour la levée de fonds. Et donc, sur ma vie d'entrepreneur, bon, déjà, là, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, sur la levée de fonds, en effet, donc, les premiers investissements ont été faits. Donc, j'ai recruté les fameux C-level, donc les cadres qui vont venir renforcer donc, la direction. C'est que j'étais quand même sur tous les fronts. Moi, à mon niveau, j'étais le DRH, le directeur marketing. Je portais toutes les casquettes de l'entreprise, en plus sur des métiers différents, la formation et le service à la personne, en plus de piloter la levée de fonds. Et pareil, sur la levée de fonds, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait le choix pour les 2 levées de fonds que j'ai fait de ne pas avoir d'intermédiaire. Je n'avais pas de leveur de fonds, ce qui est pratique courante dans les startups. Je voulais gérer en direct avec les fonds d'investissement parce que je cherchais des partenaires. Bon, je pense que ça a été un très bon choix et je recommande des startupeurs vraiment à nouer une relation très forte dès le début pour choisir les bons investisseurs. Donc là, j'ai recruté des directeurs à mes côtés. Donc aujourd'hui, j'ai une directrice générale, donc une CIO sur Ed Academy, donc qui vient d'Open Classroom, donc une grosse startup de la tech. Donc elle était directrice marketing d'Open Classroom. Donc j'ai recruté donc une directrice marketing chez Domisuri qui vient aussi du monde des startups, qui avait fait pas mal de choses, donc une senior, donc qui vient porter la stratégie marketing de Domisuri. J'ai recruté une COO, donc une sorte de bras droit que j'ai sur EduCup, donc de manière transverse. Et là, pour la petite histoire, elle bossait chez le premier fonds d'investissement qui investit chez nous, Inco. Donc c'est elle qui a fait l'investissement. Donc elle nous a rejoint en tant que salarié, donc pour avoir un poste de direction. Donc, il y a d'autres postes de direction aussi qui sont arrivés sur lesquels j'ai recruté. Et donc, ça me permet de renforcer le comité de direction autour de moi et donc pouvoir déléguer encore plus. Donc, voilà ce que ça change dans ma vie et donc prendre encore plus de hauteur. Et là, aujourd'hui, je suis quasiment complètement concentré sur le développement de nouveaux projets notamment, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je disais, EduCup, c'est une machine à projet. On en a créé 2 et j'aimerais bien en créer des nouveaux. Et moi, c'est ce qui m'anime. C'est vraiment cette innovation, créer des projets et travailler là-dessus. Aujourd'hui, je travaille par exemple je suis en train de regarder le secteur d'accompagnement des personnes âgées à domicile. Donc, rien à voir avec la petite enfance, mais on est sur une approche Montessori qui est très similaire et j'aimerais l'inclure dans EduCup. Donc, ce que ça change, c'est ça. La petite frustration, c'est que ça m'éloigne un peu des équipes. Donc, j'avais besoin d'être proche avec les équipes. Du coup, on a créé une organisation où on a créé des comités où je peux échanger avec les équipes, toutes les équipes, parce qu'on disait il y a 600. Donc, aujourd'hui, on a créé un process de recrutement où on recrute à peu près 50 intervenants à domicile par mois. Donc, vous imaginez le nombre de candidats. Donc, je parle à tous les candidats systématiquement. Et comment on a fait? On a mis en place un rendez-vous hebdomadaire avec un live qui ressemble à ce podcast, hein, mais en visio, je parle aux candidats de la semaine. Je leur présente le projet. On a un temps d'échange qui peut durer 1 heure et demie. Donc, ça me permet de rencontrer tous les salariés et ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, on a dû s'adapter. On trouve toujours des solutions et pour moi, je prends encore plus de plaisir à le faire parce que je garde le lien avec tout le monde, mais avec un projet qui change d'échelle. C'est hyper intéressant et on sent que tu pourrais nous parler encore des heures et des heures de ce projet-là et nous, on pourrait t'écouter encore des heures et des heures. C'est vraiment hyper intéressant. On arrive aux dernières minutes de ce podcast et je vais relaisser la main à Clément qui avait peut-être encore 1 ou 2 questions à te poser avant d'embrayer sur la fameuse fin avec les questions rapides. Peut-être une question très simple, c'est pour tous les gens qui s'intéressent à ton projet, qui ont envie de suivre ton aventure, comment on retrouve tout ça? Quelles sont les ressources importantes sur lesquelles on va pouvoir suivre votre aventure? Déjà, j'aime beaucoup échanger avec du monde. Donc, au maximum, j'essaie de le faire. Donc, pour tous ceux qui veulent échanger déjà en direct avec moi, donc c'est tout à fait possible.
Je suis sur LinkedIn, Mohamed El Mazouji. Donc, franchement, ce sera toujours un plaisir et je fais en sorte de pouvoir échanger en direct. Et encore, comme tu disais, Franck, je pourrais en parler pendant des heures. Là, ce que j'essaie de faire, c'est si j'en parle, encore une fois, il y a un pourquoi derrière, c'est que j'aimerais que ce soit utile et que ça passe par l'oreille de personnes qui peuvent en tirer du positif et que ça puisse, voilà, et que ça puisse avoir un impact. Donc, et ensuite, sinon, les projets, donc chacun des projets a son propre site web, donc educup.fr, domisori.fr et edacademy.eu pour le coup. Et donc voilà, on existe sur les réseaux sociaux, site web, LinkedIn, donc avec plaisir pour échanger autour de ça. Ok, on mettra tous ces liens en description de l'épisode. On arrive à la fin de cet épisode, Mohamed. Comme on a l'habitude de commencer par un portrait créole, on a l'habitude de le finir par des questions très rapides. Là, la règle du jeu, c'est ce que je vais te demander, c'est d'essayer d'y répondre de la manière la plus concise possible, en quelques mots, voire une phrase maximum. C'est généralement un exercice qui est assez difficile pour les entrepreneurs, mais on va y arriver ensemble. Je fais de mon mieux. La première des choses, c'est toi, dans tout ton parcours là, que tu nous as donné, ton parcours entrepreneurial, quelle a été la plus grosse galère que tu as eue et comment tu t'en es sorti? Ouais, non, mais je pense que la plus grosse difficulté, en fait, c'est quand j'ai recruté des personnes parce qu'elles étaient compétentes, mais qu'elles ne partageaient pas. Et j'ai dû faire un choix parce qu'elles ne partageaient pas les valeurs. Donc, la plus grosse difficulté, je l'ai vécue juste après le confinement. J'avais recruté un directeur à Paris, donc un profil ingénieur, compétent, etc. Mais il ne partageait pas du tout les valeurs. Je me suis dit, bon, un ingénieur, ça sera efficace dans le projet à ce moment-là. Donc, ça s'est très, très mal passé parce qu'il a essayé de développer un projet concurrent à côté en même temps qu'il bossait chez moi. Il a eu du sabotage en interne, etc. Ouais, Donc, je suis resté positif. Donc voilà, décision difficile à prendre en tant qu'entrepreneur, licenciement pour faute lourde avec dépôt de plainte, etc. Tout ce qui ne va pas avec. Et surtout, je suis vite passé à autre chose. Je n'ai pas perdu de temps là-dessus. Ensuite, ouais, j'ai laissé la justice faire son boulot. Donc, il y a une décision de justice qui a été en notre faveur, qui est passée. Mais ça a été. Je suis vite passé à autre chose, mais c'est quand même une trahison qui peut quand même mettre un sacré coup à un entrepreneur. ouais, Donc, c'est vrai. j'ai refait cette erreur quelques fois où j'ai recruté des personnes pour les compétences, mais qui n'avaient pas les valeurs. Il fallait aller vite, etc. Ça s'est toujours mal passé. Ouais, du coup, tu as basculé de l'autre côté. C'est pour ça que tu nous expliquais que maintenant, tu regardes plutôt le Ah ouais, sens, clairement. les valeurs, etc. Ok, très clair. Ta plus grande fierté jusqu'à maintenant, c'est quoi? Dans ton parcours entrepreneurial. Ouais, c'est le nombre, la taille de la communauté d'EduCup, que ce soit les salariés, les freelances, parce qu'il y en a aussi beaucoup, les freelances et les clients qui sont plus que des clients. Ok. Si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais? S'il y a une chose que tu ferais différemment, ça serait quoi? C'est chaud cette question-là. S'il y a une chose que je ferais différemment, franchement, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais changé? J'aurais pas fait l'erreur dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aurais pas recruté des personnes à défaut parce qu'ils semblent compétents. Ok. Et ma dernière question pour toi, Mohamed, c'est à ton avis, c'est quoi la qualité essentielle à un bon entrepreneur? Là, la qualité essentielle, c'est d'aimer les problèmes. Aimer les problèmes. Et quand je dis aimer les problèmes, c'est prendre du plaisir à avoir des problèmes et les résoudre. Et se dire, on est là en tant qu'entrepreneur pour créer des solutions et c'est normal qu'il y ait des problèmes, que ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et d'avoir cette capacité d'agilité, flexibilité pour pouvoir s'adapter au quotidien. Donc, celui qui va être trop carré, qui veut que ça se passe comme il avait prévu, je pense qu'il peut souffrir. Donc, aimer les problèmes, les imprévus. Ok, bah, écoute, très clair. Mohamed, bah, merci encore énormément pour ton temps, ta bonne humeur, ta gentillesse aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé quand on s'était rencontrés. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour la suite. Et on espère te retrouver très bientôt dans ton quotidien et peut-être sur d'autres projets ensemble. En tout cas, merci à vous deux aussi pour ce que vous faites. C'est très utile. Parce que c'est ce qui va permettre de rayonner et toucher le plus d'entrepreneurs et futurs entrepreneurs possible. J'encourage, moi, en tout cas, cette mission. Merci pour le temps que vous m'avez accordé aussi. Un vrai plaisir. J'ai pris du plaisir sur cet échange, mais aussi en dehors, d'un entrepreneur, etc. Donc, pourvu qu'on puisse faire encore des choses ensemble.
C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.